On dit qu'un seul coup de fil peut briser une vie. Pour moi, c'est arrivé un jeudi après-midi pluvieux, le genre de journée où les souvenirs restent collés à la peau comme l'humidité de Chicago. Je venais de m'installer dans mon vieux fauteuil, parcourant les derniers titres du Dallas Morning News, quand le téléphone a sonné un son strident qui a brisé le silence de mon salon vide. Monsieur Walker, voici le docteur Graham du Baylor Medical Center. La voix des médecins est habituée à la tragédie, mais on ne s'y habitue jamais. J'ai serré le combiné plus fort tandis que j'écoutais, le cœur battant la chamade. Je regrette de devoir vous informer que votre fils, Andrew, est décédé aujourd'hui à 14h15. Le journal m'a glissé des mains et a flotté au sol, les pages flottant comme des espoirs perdus. Décédé, croc à ses jeux. Comment? Il était censé aller mieux, tu as dit que le nouveau traitement. Je suis désolé. Le cancer s'est propagé plus vite que nous ne pouvions le contrôler. Il est parti paisiblement. Des mots comme ça ne veulent rien dire sur le moment. Rien ne signifiait rien du tout. Mon univers se réduisait au cliquetis de l'horloge et au battement sourd de mon cœur. À travers la fenêtre striée de pluie, je voyais mes voisins promener leurs chiens, rire, vivre, tandis que mon univers s'effondrait. J'ai raccroché, engourdi, et je suis resté longtemps assis à fixer le téléphone silencieux. Andrew, mon fils brillant et têtu, celui qui avait transformé un garage texan en une puissance informatique nationale au parti. Le garçon qui avait défié ses professeurs, qui avait passé une nuit entière à m'expliquer pourquoi l'honnêteté comptait plus que le profit au parti. Je savais qu'il fallait que j'appelle quelqu'un, que je dise ces mots à voix haute et que je les rende réels. J'ai appelé Emily, ma belle-fille, la femme d'Andrew. Le téléphone a sonné 2 fois, et sa voix est arrivée, calme et parfaitement posée. J'entendais le tintement des tasses de café, le léger bourdonnement d'un café bondé en arrière-plan. Bonjour, c'est Emily Walker. Emily, c'est Robert. Ma gorge se serra. Je viens de recevoir un appel du docteur Graham à propos d'Andrew. Il y eut un silence, puis son ton devint sec, presque ennuyé. Oui, Robert. Il a réussi. Je le sais déjà. Et avant que vous ne fassiez quoi que ce soit, laissez-moi clarifier une chose. Quoi qu'Andrew ait laissé derrière lui l'entreprise, les comptes, tout est à moi. Ne vous attendez pas à en toucher un centime. Ces mots me glaçaient le dos. Je fixais le mur, l'imaginant assise là, peut-être même souriante, déjà calculatrice. Tu te moques de moi, parvins-je à dire, la voix tremblante. Mon fils vient de mourir, et tu parles d'argent? Mon mari vient de mourir, rétorqua-t-elle. Et contrairement à toi, je comprends comment ça marche. La volonté d'Andrew est à toute épreuve. Ne perds pas ton temps à essayer de la combattre. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais envie de crier, mais les mots me manquaient. Je repensais à la photo sur la cheminée, la remise de diplôme d'Andrew, son premier grand lancement de logiciel, le barbecue familial où il m'avait annoncé qu'il allait demander Emily en mariage. J'avais cru qu'elle l'aimait. À présent, debout, entouré de leurs visages souriants, je réalisais que j'avais été aveugle. Lorsqu'elle a raccroché, je me suis retrouvé dans une maison qui m'a soudain semblé trop grande pour un seul homme, trop pleine de fantômes. Emily, la femme que j'avais autrefois accueillie à bras ouverts dans notre famille, venait de montrer son vrai visage et il faisait aussi froid que la pluie battante de Dallas. Pendant un instant, j'ai envisagé de la rappeler, exigeant des réponses, lui criant dessus parce qu'elle se souciait plus de l'argent d'Andrew que de sa mémoire. Mais tandis que la rage et le chagrin se luttaient dans ma poitrine, un nouveau sentiment a pris racine, la détermination. Emily pensait pouvoir m'effacer d'une simple signature et d'une ligne dans un testament. Elle allait apprendre que l'amour d'un père et la détermination d'un grand-père ne disparaissent pas si facilement. Ce n'était que le début. La nuit qui suivit l'appel d'Emily fut la plus longue de ma vie. Je ne dormis jamais, je marchais seulement d'une fenêtre à l'autre, mes pensées tourbillonnant comme un orage texan. J'entendais encore le rire d'Andrew résonner dans le couloir, je voyais son gant de baseball d'enfance jeté négligemment sur le canapé, et je ressentais le poids de tous les non-dits entre nous. À l'aube, j'avais pris ma décision. J'ai ressorti les vieux albums photos, preuve que je n'avais pas rêvé de mon fils. Il était là, un gamin maigrichon vêtu du bleu de la petite ligue, souriant en contournant le marbre. Le revoilà, le jour de la remise des diplômes,
serrant la main du proviseur, tellement sûr que le monde lui appartenait. Mes doigts ont parcouru les bords des photos, cherchant désespérément à conserver le peu qu'il me restait. La maladie d'Andrew imprégnait le dernier album, cheveux clairsemés, sourire forcé, l'éclat déterminé dans son regard qu'il refusait d'abandonner. Il y avait des bracelets d'hôpital et des cartes de prompt rétablissement glissées entre les pages, témoins silencieux d'un combat que nous espérions tous le voir gagner. Et il y avait Émilie, toujours en retrait, les yeux rivés sur son téléphone, jamais vraiment présente. Comment avais-je pu l'ignorer aussi longtemps? Je me suis servi une tasse de café noir, la goûtant à peine. Dehors, le soleil de Dallas chassait la pluie de la nuit, mais le monde semblait toujours gris. Je savais ce qui m'attendait aujourd'hui, des funérailles, des larmes mises en scène, une foule de gens m'offrant un réconfort dont je ne voulais pas. J'ai enfilé mon plus beau costume ou une taille trop grande depuis le décès de Margaret, mais je ne pouvais me résoudre à en acheter un nouveau. En rajustant ma cravate, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir, un vieil homme, fatigué mais pas brisé. La cérémonie eut lieu à l'église de la Trinité, un immense bâtiment en briques rouges qu'Andrew fréquentait enfant. Je suis arrivé tôt, désireux d'un moment seul avant l'arrivée de la foule. Le sanctuaire était silencieux, les bancs polis, la lumière du soleil se déversant à travers les vitraux, formant des flaques d'or et de pourpre. Au premier plan se trouvait le portrait d'Andrew, pris juste avant son diagnostic, plein de vie, l'ambition dans le regard. Les gens s'infiltraient lentement, de vieux amis, des parents éloignés, et même quelques anciens collègues de l'entreprise technologique d'Andrew. J'ai aperçu Émilie se faufiler dans la foule, vêtue de noir de créateur, ses boucles d'oreilles en diamant scintillant dans la lumière matinale. Elle était entourée de ses amis, son rire trop vif, ses larmes étrangement absentes. Au début de la cérémonie, le pasteur a parlé d'espoir et de souvenirs. Émilie a joué son rôle, elle s'est tamponnée les yeux, a hoché la tête solennellement, a serré les perles d'Andrew comme si elle pouvait la rattacher à la réalité. J'ai essayé de me concentrer sur les mots, mais mon esprit a dérivé, à la première fracture d'Andrew, au jour où il m'a montré son premier programme informatique, à la nuit où il m'a annoncé qu'il épousait Émilie. Je l'avais alors serré dans mes bras, convaincu qu'il avait trouvé le bonheur. Au milieu de la cérémonie, Émilie s'est penchée, sa voix juste assez forte pour que je l'entende. « J'espère que tu comprends, Robert, c'est ce que voulait Andrew. Il voulait que sa famille soit prise en charge. C'est pourquoi tout me revient. » Je ne répondis pas. La douleur était trop vive, la colère trop apparente. Au lieu de cela, je m'agrippai au bord du banc jusqu'à blanchir mes jointures, m'efforçant de ne pas faire d'esclandre devant les amis et collègues d'Andrew. Après la cérémonie, les gens ont présenté leurs condoléances. J'ai serré des mains, accepté des accolades, écouté des récits sur la générosité d'Andrew, son dynamisme inébranlable et son intégrité. Chaque mot me blessait, non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il me rappelait tout ce que nous avions tous perdu et à quel point Émilie semblait s'en moquer. Au bord de la tombe, Émilie a donné son dernier spectacle. Elle a pleuré pour la foule, pressant un mouchoir de soie sur ses yeux, laissant couler ses larmes exactement là où les caméras pouvaient les voir. Les médias locaux avaient envoyé un journaliste, Andrew était une étoile montante du monde technologique de Dallas, et son histoire était digne d'intérêt. Émilie a joué la carte de la réussite, ne ratant jamais une occasion. Mais alors que la dernière poignée de terre s'écrasait contre le cercueil, son masque glissa. Elle se tourna vers moi, le regard froid et dur. « Soyons courtois, Robert. Les affaires d'Andrew sont en ordre, et tu n'as aucun droit ici. Ne te mets pas dans l'embarras en me contredisant sur ce point. » Je la fixais, cherchant la moindre trace de la femme que mon fils avait aimée. Je ne voyais que des calculs ou un esprit qui planifiait déjà comment dépenser une fortune qui n'était pas la sienne. Après que la foule se fut éloignée, je m'attardai près de la tombe. Le cimetière était paisible maintenant, la lumière du soleil miroitant sur les pierres tombales, l'air chargé d'une odeur d'herbe coupée. Je m'agenouillai près de la terre fraîche, la main tremblante tandis que je traçais le nom d'Andrew sur la pierre tombale. « Je suis désolé, mon fils, murmurai-je. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû voir qui elle était vraiment. » Alors que je me levais pour partir, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. « Monsieur Walker, vous ne me connaissez pas, mais j'ai des informations sur le testament de votre fils.
Retrouvez-moi au Green Lantern Café ce soir à 19h. Méfiez-vous d'Emily. Mon cœur battait fort. Pour la première fois depuis la mort d'Andrew, l'espoir vacillait. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que l'histoire n'était pas terminée. Le reste de la journée s'écoula dans un brouillard d'épuisement et d'adrénaline. J'essayais de manger quelque chose, mais abandonné après quelques bouchées. Mes mains étaient trop instables pour tenir une fourchette. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais Andrew, son sourire enfantin, sa mâchoire têtue, l'étincelle dans ses yeux quand il croyait avoir raison, ce qui était le cas la plupart du temps. C'était étrange comme l'esprit fonctionnait, repassant en boucle les meilleurs et les pires moments. À mesure que le soir tombait, ma curiosité et ma nervosité s'exacerbaient. Qui était cet inconnu qui m'avait envoyé un message? Que savait-il du testament d'Andrew, et pourquoi m'avait-il dit de ne pas faire confiance à Emily? Mon instinct me disait d'être prudente, mais l'autre partie de moi, celle qui refusait que la mémoire de mon fils soit effacée ou était prête à prendre le risque. Je suis arrivé au Green Lantern Café peu avant 7 heures. C'était un restaurant classique de Dallas, avec son sol à carreaux, ses banquettes en vinyle rouge et une odeur de poulet frit qui flottait dans l'air. J'ai pris une banquette au fond, scrutant du regard chaque personne qui franchissait la porte. À 7h05, une jeune femme en blazer bleu et jean usé s'est glissée sur le siège en face de moi. Elle avait l'air anxieuse mais déterminée, jetant des coups d'œil autour d'elle comme pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'oreilles indiscrètes. « Monsieur Walker » demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « C'est moi » ai-je répondu. « Et toi ?» Elle a hésité, puis m'a tendu une carte de visite. Olivia Jensen, assistante juridique, cabinet Graham & Reilly. J'ai travaillé sur les documents successoraux de votre fils, dit-elle rapidement. Je sais que ce n'est pas courant, mais après ce que j'ai vu, eh bien, j'ai dû vous contacter. Vous méritez la vérité. Mon pouce accéléra. Vas-y. Elle baissa encore la voix. Quelques jours avant sa mort, Andrew a modifié son testament. Il a demandé le respect de la vie privée, donc seul l'associé principal et moi étions présents. Je l'ai vu signer de nouveaux documents léguant tout à toi, son père, et à une association caritative pour la recherche sur le cancer infantile. Il a été très clair. Je la fixais, stupéfait. Mais Emily, elle m'a dit que le testament lui donnait tout. Olivia hocha la tête, sombre. Après le décès d'Andrew, je suis allé travailler et j'ai constaté que le dossier avait disparu. Quand j'ai demandé autour de moi, Emily était au bureau ce matin-là, elle m'a dit qu'elle récupérait des effets personnels. Plus tard dans la journée, un nouveau testament est apparu dans le dossier. Il lui laissait tout et était daté juste après la dernière modification d'Andrew. Mais les signatures semblaient bizarres. Je les ai comparées moi-même. Un frisson me parcourut. Tu dis? Elle hocha la tête. Je pense qu'Emily et son avocat ont falsifié ce testament, monsieur Walker. J'ai des copies des signatures, et le témoin initial, l'associé principal, a disparu. Personne ne l'a vu depuis des jours. Mon esprit tournait. La rage que j'avais ressentie plus tôt n'était rien comparé à ce qui m'envahissait maintenant. Mon fils, même mourant, avait tenté de protéger son héritage. Et Emily, ce vautour impitoyable, avait tenté de tout lui voler. Avez-vous des preuves? Ai-je demandé. Elle glissa une clé USB sur la table. Tout ce que j'ai est dessus. Scan, chaîne de mai, vidéo de surveillance d'Emily au bureau tard le soir. Mais j'ai peur, monsieur Walker. Emily ne travaille pas seule. Son avocat, Michael Hartman, a la réputation de faire des coups tordus. Je crois qu'ils ont menacé l'associé principal. Pendant un long moment, aucun de nous deux ne parla. J'ai regardé l'allée, puis Olivia. Pourquoi prends-tu ce risque? Ai-je demandé. Elle haussa les épaules, les larmes aux yeux. J'ai perdu mon père d'un cancer l'année dernière. Il était tout pour moi. Quand j'ai vu ce qu'Andrew voulait, j'ai su que je devais faire le bon choix, quoi qu'il arrive. J'ai hoché la tête, les yeux brûlants. Merci, Olivia. Tu as bien fait. Je te le promets, je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Elle me serra la main, puis quitta rapidement le restaurant, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule alors qu'elle disparaissait dans la nuit.
J'étais assis là, le poids de la clé USB dans la paume de ma main, l'esprit déjà occupé à réfléchir à ce que je devais faire. Premièrement, il me fallait un avocat de confiance, quelqu'un hors de portée d'Emily. Deuxièmement, il fallait que je découvre ce qui était arrivé à l'associé principal disparu. Troisièmement, il fallait que je ne dévoile pas mon jeu trop tôt. Emily était intelligente et impitoyable, un faux pas et elle enterrait la vérité à jamais. En retournant à ma voiture sous la lumière des néons de l'enseigne du restaurant, une détermination familière me brûlait la poitrine. Pour la première fois depuis la mort d'Andrew, j'avais l'impression d'avoir retrouvé un but. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était une question de justice, d'héritage, de prouver à mon fils que je ne cesserai jamais de me battre pour lui, même après sa disparition. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai appelé le seul homme sur lequel je savais pouvoir compter, mon plus vieil ami, Sam Porter, un détective de police de Dallas à la retraite qui avait le nez pour les ennuis et qui détestait les brutes. Sam, c'est Robert. J'ai besoin de ton aide. Et j'en ai besoin ce soir. Sam est arrivé à ma porte en moins de 30 minutes, un peu plus gris et lourd que lorsque nous pêchions ensemble dans la rivière Trinity, mais avec le même regard perçant et la même voix rauque. Il n'a pas perdu de temps en condoléances. Il s'est simplement assis en face de moi à la table de la cuisine, s'est servi un café et m'a écouté. Je lui ai tendu la clé USB d'Olivia et je lui ai tout raconté, les appels, le faux testament, l'avocat disparu, le message d'Olivia, les menaces d'Emily et mon pressentiment que les choses allaient empirer. Sam a branché la clé sur son vieil ordinateur portable et a commencé à parcourir les dossiers, en sifflant parfois dans sa barbe. Zut, Bobby. C'est vrai. Regardez ces signatures, l'original et celle d'Emily. Elles sont loin d'être identiques. Et ces horodatage de caméras de surveillance? On voit Emily au bureau quelques heures après le décès d'Andrew. Et en plus, voici une chaîne de mai, Andrew a envoyé ses dernières volontés à son avocat et à l'association. Il pensait ce qu'il a dit. Il s'est penché en arrière et m'a fixé du regard. Tu es prêt à te battre? Parce que ça ne va pas être beau. J'ai hoché la tête, me sentant plus âgée mais plus sereine que de toute la semaine. J'ai enterré mon fils, samedi. Je n'ai plus rien à perdre. Je veux que justice soit faite, pas seulement pour moi, mais pour Andrew. Sam sirota son café. D'abord, on prend un avocat. Pas un grand cabinet, quelqu'un qui ne joue pas au golf avec la foule du centre-ville. Je connais un type qui s'appelle Marcus Brooks. Un ancien marine, il a un petit cabinet à Fort Worth. Un dur à cuire, et il n'appartient à personne. Le lendemain midi, Sam et moi étions assis dans le bureau exigu de Marcus Brooks, des dossiers empilés sur toute la surface, un drapeau américain délavé dans un coin. Marcus écouta notre récit, posa quelques questions pointues, puis dit « Apportez-moi les preuves, je vous apporterai la vérité. Nous ne laisserons personne s'en tirer impunément en volant l'héritage d'un homme mourant. » Il a commencé par faire appel à un expert en documents, un véritable expert, pas un complice d'Emily. Pendant ce temps, Sam commençait à enquêter discrètement sur l'associé principal disparu, tâtant le terrain auprès d'anciens contacts de la police de Dallas. J'ai passé des heures au téléphone avec l'association caritative qu'Andrew avait nommée dans son testament initial, confirmant les dates, les adresses e-mail et tout ce qu'il avait mis en place. Chaque élément correspondait à l'histoire qu'Olivia m'avait racontée. Pendant ce temps, Emily semblait sentir que quelque chose n'allait pas. Elle s'est présentée chez moi 2 jours après les funérailles, frappant à la porte avec force et insistance. Elle portait à nouveau du noir, mais son masque glissait. Son regard était plus froid, sa voix plus cassante. « Robert, commença-t-elle, je sais que nous avons eu des différends, mais je veux que tout se passe dans le calme. Andrew voulait que ses affaires soient réglées proprement. Si tu acceptes le testament, nous pourrons tous passer à autre chose. » Je la fixais, tous les muscles de ma mâchoire crispés. Vraiment? Parce que de là où je suis, tout n'a pas l'air propre. Ses lèvres se pincèrent. Tu n'as rien. La loi est de mon côté. Ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire. Quelque chose dans sa voix me disait qu'elle était nerveuse. Peut-être avait-elle entendu des rumeurs au sujet de l'enquête. Peut-être avait-elle vu la voiture de Sam dehors, ou avait-elle eu vent de l'implication de Marcus.
Mais elle n'avait pas l'habitude d'être contestée ni par un vieil homme, ni par qui que ce soit. J'ai enterré mon fils, Émilie, dis-je doucement. Et je ne laisserai pas sa mémoire être volée par cupidité. Ni maintenant, ni jamais. Elle tourna les talons et partit, ses mots persistants comme de la fumée, tu fais une erreur. Ce soir-là, Marcus a appelé. Le rapport de l'analyste graphologique était déjà arrivé. Robert, ton intuition était juste. Le Nouveau Testament est un faux. Il y a des incohérences dans les signatures, l'encre et même le papier. Mais ce n'est pas tout, le cachet du notaire sur le testament d'Émilie a été acheté 2 mois après la date indiquée sur le document. Ce n'est pas seulement suspect, c'est criminel. Sam sourit tandis que Marcus lui expliquait la suite des événements. On va voir le procureur avec ça, dit samedi, on leur montre tout, les preuves d'Olivia, les archives de l'association, le rapport graphologique. On force la police à rechercher l'avocat disparu, et on garde la presse à l'écart. Si Émilie et son équipe veulent la guerre, on leur en donnera une. Les jours qui suivirent furent un véritable tourbillon. Ma maison devint le centre de notre rébellion silencieuse. Olivia envoya d'autres dossiers, et Sam passa des heures à suivre des pistes sur l'avocat disparu. Marcus déposa une injonction auprès du tribunal des successions, gelant la succession jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Chaque jour apportait son lot de nouvelles, certaines bonnes, d'autres mauvaises. Le bureau du procureur était intéressé, mais prudent. L'avocat d'Émilie a tenté de riposter, m'accusant de harcèlement et menaçant de poursuite. Je voyais le stress s'acharner sur Émilie, mais je refusais de céder. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais le sentiment de bien agir envers Andrew, de me battre pour lui comme un père devrait le faire. Et un soir, alors que le soleil se couchait derrière l'horizon de Dallas, mon téléphone a sonné à nouveau. Monsieur Walker, ici l'inspectrice Laura Kent, de la police de Dallas. Nous avons retrouvé l'avocat disparu. Il est prêt à parler. L'inspectrice Kent semblait efficace et posée au téléphone, le genre de personne qu'on apprécie à ses côtés quand la situation s'effondre. Elle m'a donné une adresse à un petit commissariat de police à Oak Cliff et m'a demandé si je pouvais venir faire une déposition. L'avocat, Maître Doyle, a été retrouvé sain et sauf. Il a demandé à vous parler, ainsi qu'à votre avocat, en présence des enquêteurs. Nous espérons que tout cela éclaircira les choses. Marcus et moi sommes arrivés avant les embouteillages matinaux. Sam nous a rejoints, déjà en train de discuter avec le réceptionniste comme un vieil ami. À l'intérieur, nous avons trouvé Monsieur Doyle, maigre, pâle, les mains légèrement tremblantes, tenant une tasse de café du distributeur. On aurait dit quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Il se leva à notre entrée, son regard nerveux passant de Marcus à moi. « Monsieur Walker, dit-il d'une voix rauque, je suis désolé d'avoir disparu. Eh bien, j'avais peur pour ma sécurité après ce que j'ai vu. Émilie et son avocat ont proféré des menaces. J'ai dû disparaître. » Marcus a tout de suite dit. Andrew Walker a-t-il signé un testament léguant ses biens à son père et à une œuvre caritative? Doyle hocha la tête. Oui. 3 jours avant sa mort. J'en étais témoin. Je l'ai notarié, avec Olivia. Andrew était lucide, il a même fait une vidéo, au cas où. Mais le lendemain soir, Émilie est venue au bureau avec Hartman. Elle a exigé le dossier. J'ai refusé. Le lendemain matin, l'original avait disparu. Le testament suivant dans le dossier était un testament que je n'avais jamais vu auparavant. Émilie a dit que c'était une copie mise à jour, mais les signatures n'étaient pas les miennes et le cachet du notaire était falsifié. L'inspecteur Kent, qui enregistrait tout, lui fit signe de continuer. Je suis allé voir l'associé principal. Il m'a dit de me taire, de laisser la justice régler l'affaire, mais il a disparu. Je pense que l'avocat d'Émilie l'a aussi effrayé. Je savais que je devais me cacher, mais j'ai pris des copies de tout, vidéos, emails, même une copie de sauvegarde du testament. Elles sont dans mon coffre-fort. Je signerai une déclaration sous serment. Le poids que je portais depuis la mort d'Andrew commençait enfin à s'alléger. Les preuves étaient là. Les volontés de mon fils n'avaient pas été effacées. Pour la première fois, le combat semblait gagnable. À notre départ du poste,
Marcus avait la vidéo et les documents en sa possession. L'inspecteur Kent a promis que la cellule de fraude du département ouvrirait une enquête approfondie sur Emily et son avocat. Ce genre d'affaire peut mal tourner, m'a-t-elle averti, mais vous avez la vérité de votre côté, monsieur Walker. Ne vous découragez pas. À Dallas, les nouvelles vont vite, surtout lorsque les avocats et la police interviennent. En 2 jours, la nouvelle avait filtré dans la presse locale. Des articles ont paru dans le Dallas Observer et même au journal télévisé du soir. Le testament d'un éminent entrepreneur technologique contesté ou une falsification alléguée par sa famille. L'attention médiatique a rendu Emily furieuse, son avocat a envoyé à Marcus 3 mises en demeure distinctes le même après-midi, toutes plus désespérées les unes que les autres. Mais la pression commençait à porter ses fruits. Emily commença à éviter les lieux publics, son masque autrefois parfait s'effaçant encore davantage. J'ai eu des nouvelles de vieux amis aux voisins, partenaires commerciaux, même du pasteur de l'église Trinity où tous choqués, proposant leur aide, promettant de défendre la personnalité et les intentions d'Andrew. Olivia a appelé un soir, la voix fatiguée mais soulagée. La police a demandé ma déposition complète. Ils ont la vidéo, les courriels, et même mes notes. Monsieur Walker, je voulais juste vous dire que je suis contente que vous ayez riposté. Andrew l'aurait voulu. Malgré tout cela, j'ai essayé de mener une vie aussi normale que possible. J'ai parcouru le vieux quartier, arrosé les rosiers que la mère d'Andrew avait plantés des années auparavant et pris soin d'aller sur sa tombe tous les dimanches. Je lui ai parlé doucement, lui promettant que j'irais jusqu'au bout, que justice serait faite. Une date d'audience fut fixée. Tribunal des successions en centre-ville, dans le même vieux bâtiment en pierre où j'avais signé l'acte de propriété de ma première maison. Cette fois, l'enjeu était tout ce qui restait à ma famille. La veille de l'audience, je n'ai pas fermé l'œil. Assise à ma table de cuisine, j'ai regardé les dessins d'enfance d'Andrew, le vieux gant de baseball, les médailles de concours scientifiques et de tournois d'échecs. À l'aube, j'ai réalisé que tout ce qui concernait mon fils était là, la preuve d'une vie vécue avec intégrité et courage. Emily aurait pu croire qu'elle pourrait réécrire l'histoire avec un faux document et un avocat avisé. Mais c'était sans compter sur la riposte de la vérité. Alors que le soleil perçait sur Dallas, teintant le ciel d'orange et de rose, j'ai redressé ma veste et me suis dirigé vers le tribunal, accompagné de Sam et Marcus. Pour la première fois depuis l'appel qui avait bouleversé mon monde, j'ai marché avec détermination. Sans peur, sans hésitation. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai en tant que père d'Andrew, et je ne serai pas ébranlé. Le tribunal des successions du comté de Dallas était une forteresse de calcaire, intimidante même après toutes ces années passées dans cette ville. En entrant, j'ai vu Emily et son avocat déjà présents. Emily portait une élégante robe bleu marine, mais son assurance avait disparu, remplacée par des rides autour de la bouche et des cernes sous les yeux. Son avocat, Michael Hartman, murmurait avec urgence en agitant des papiers, mais elle écoutait à peine, son regard fixé sur moi, dur et provocateur. Marcus et moi avons pris place à la table des requérants. Sam était assis derrière nous, sa présence toujours aussi constante. Olivia et M. Doyle sont arrivés quelques minutes plus tard, tous deux soulagés de voir la salle d'audience remplie de visages sincères. L'inspecteur Kent a hoché la tête depuis le dernier rang, les bras croisés, prêt à tout. La juge, une femme d'une 60aine d'années au regard perçant et réputée pour sa capacité à trancher entre les situations dramatiques, a déclaré la salle ouverte. Nous sommes ici pour déterminer la validité de 2 testaments, l'un présenté par Madame Emily Walker, et l'autre par Robert Walker, le père du défunt. Tous deux prétendent représenter les dernières volontés d'Andrew Walker. Allons-y. Hartman fut le premier à présenter le testament d'Emily avec un jargon juridique et des fioritures assurées. Il parla des intentions supposées d'Andrew, de la façon dont la loi favorisait les époux, de la dignité dans la mort et du désir du défunt de subvenir aux besoins de son épouse bien-aimée. Il ne me regarda même pas. Marcus se leva alors, posé et posé. Votre honneur, nous contestons l'authenticité du document de Madame Walker. Nous disposons de preuves substantielles de fraude, notamment des témoignages d'experts, une déclaration sous serment notarié et des archives numériques. Nous disposons également d'une vidéo du testament final de la défunte, dûment rédigée et attestée par 2 témoins crédibles, tous deux présents aujourd'hui. Il appela d'abord Olivia.
Elle décrivit les instructions d'Andrew, la signature, les documents manquants. Elle raconta au tribunal la visite nocturne d'Emily au cabinet, ses intimidations et les signatures falsifiées. Puis arriva Maître Doyle, pâle mais intact, jurant publiquement que le testament présenté par Emily était un faux et qu'il avait été contraint au silence sous la menace. Marcus a présenté le rapport de l'expert graphologue, puis a finalement diffusé la vidéo d'Andrew, mon fils, maigre et fatigué, mais lucide, regardait droit dans la caméra. Si vous voyez ceci, c'est qu'il y a eu un problème. Mes dernières volontés figurent dans le testament signé avec mon père et Olivia Jensen. Je souhaite que ma succession soit partagée entre papa et la Fondation contre le cancer pédiatrique. Emily sait pourquoi. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du léger vrombissement du projecteur. Même le juge observait sans cligner des yeux. L'inspectrice Kent a fait une brève déclaration officielle, confirmant l'enquête sur la falsification et la disparition des documents originaux. Elle n'a pas accusé Emily directement, mais ses propos ont suffi, les preuves corroborent l'hypothèse d'une fraude matérielle. Le bureau du procureur examine les accusations. Hartman tenta de se ressaisir, attaquant la crédibilité d'Olivia et de M. Doyle, mais en vain. Marcus suggérait chaque objection, chaque manœuvre désespérée. La juge finit par suspendre l'audience pour examiner elle-même les preuves. Nous attendions dans le couloir, la tension était palpable. Emily me fusillait du regard, mais la peur se lisait dans son regard, presque désespéré. Son avocat lui lança un murmure étouffé et furieux, puis s'en alla passer des coups de fil. Sam m'a souri. On dirait que le vent tourne, Bobby. Je ne pouvais qu'acquiescer, la poitrine serrée par l'espoir et la nervosité. Je pensais à Andrew, à toutes ces nuits où nous avions veillé tard à parler de l'avenir, du bien et du mal. J'entendais presque sa voix, calme, obstinée, discrètement fière. Finalement, nous avons été rappelés. La voix du juge était calme mais définitive. J'ai examiné les preuves. La vidéo, la déclaration sous serment et les rapports d'experts ne laissent planer aucun doute. Le testament présenté par M. Walker est authentique. Le document soumis par Mme Walker est un faux. Le tribunal décide que la succession d'Andrew Walker sera partagée conformément à son véritable testament. Un son s'échappa d'Emily, entre un halètement et un sanglot. Elle serrait son sac à main, les jointures blanches, tandis qu'Hartman marmonnait un juron et préparait sa serviette. Le juge a poursuivi, compte tenu des preuves de tentative de fraude, je transmets l'affaire au parquet pour complément d'enquête. L'audience est suspendue. C'était fini. D'un coup, des mois d'inquiétude, de colère et de chagrin ont finalement cédé la place à une sorte de soulagement. Marcus m'a serré la main. Olivia a essuyé ses larmes. Sam m'a tapé dans le dos, souriant comme un enfant. Emily sortit précipitamment de la salle d'audience, la tête basse, son avenir incertain et sa réputation entachée. Justice avait été rendue, non seulement pour moi, mais aussi pour Andrew. J'ai quitté le palais de justice sous le soleil radieux du Texas, un poids enfin enlevé de mes épaules. La victoire avait un goût différent de ce à quoi je m'attendais. Elle n'avait rien de sucré ni de spectaculaire, juste une satisfaction profonde et tranquille, comme le premier lever de soleil après une tempête. Pendant des semaines après le verdict, la ville a bourdonné de rumeurs. Le Dallas Observer a publié un article sur « Le scandale du testament de Walker ». J'ai vu mon nom imprimé pour la première fois depuis des années, et l'héritage d'Andrew a fait la une bien au-delà du monde des nouvelles. Emily, dépouillée de son masque et de son pouvoir, a tout tenté. Son avocat a menacé de faire appel, a raconté des histoires insensées à la presse, et a même proposé des arrangements à l'amiable si je laissais garder quelque chose pour ses ennuis. J'ai refusé à chaque fois. Elle s'est effacée de la vie sociale, et il n'a pas fallu longtemps au procureur pour porter plainte pour tentative d'escroquerie et de faux. Aux dernières nouvelles, elle avait déménagé dans un autre État, traînant derrière elle des dettes et des rumeurs. Mais mon attention était ailleurs. La succession enfin réglée, j'ai fait ce qu'Andrew aurait souhaité. Mon premier chèque a été adressé à la Fondation contre le cancer pédiatrique. 20 millions de dollars, assez pour financer des années de recherche, assez pour redonner espoir aux familles confrontées au même cauchemar que nous. Le jour où j'ai remis le don, la directrice m'a serré dans ses bras, les larmes aux yeux.
Cela va changer tant de vies, monsieur Walker. Votre fils serait fier. J'ai utilisé ma part d'héritage avec sagesse. J'ai remboursé ma modeste maison, financé les bourses d'études de l'ancien lycée d'Andrew et reconstruit le terrain de baseball du quartier où il avait appris à courir et à rêver. J'ai même remplacé les rosiers fatigués de notre jardin par un jardin qui fleurirait pendant des années, un hommage vivant à mon fils. Sam et moi avons recommencé à pêcher, comme au bon vieux temps. Parfois, nous restions assis au bord de la rivière pendant des heures, sans parler beaucoup, simplement reconnaissant des petites choses. Olivia est devenue une visiteuse régulière, apportant toujours des nouvelles de l'association, se joignant parfois à moi pour un café et une partie d'échecs. Elle avait trouvé son courage à travers cette épreuve, et je savais qu'elle changerait les choses dans son monde. À l'anniversaire du décès d'Andrew, j'ai réuni tous ceux qui comptaient pour moi au terrain de baseball, amis, famille, enfants du centre de cancérologie, et même d'anciens collègues d'Andrew. Nous avons planté un arbre au marbre, puis, tour à tour, nous avons raconté des histoires drôles, poignantes et vraies. Il y avait des rires et des larmes, mais surtout, il y avait de l'amour. Après le départ de tous, je me suis retrouvé sous le nouvel arbre, sentant la brise caresser mon visage. J'ai sorti la lettre qu'Andrew m'avait écrite, un dernier message, caché avec le testament, découvert par Marcus lors du dernier tri des affaires d'Andrew. Papa, si tu lis ceci, je suis parti. Je suis désolé de ne pas avoir pu rester plus longtemps, mais j'ai besoin de toi pour continuer à vivre. Prends soin de ceux qui ont besoin d'aide. Sois l'homme qui m'a appris à rêver. Je t'aime. Ton fils, Andrew. J'ai plié la lettre, je l'ai pressée contre mon cœur et j'ai regardé le soleil se coucher sur la ville qu'Andrew avait contribué à façonner. J'ai enfin compris, la justice ne se résume pas à gagner ou à perdre. Il s'agit de défendre ce qui est juste, quelles que soient les difficultés. Il s'agit d'un amour qui ne se laisse pas intimider par la cupidité. Il s'agit d'un héritage, bâti non pas sur l'argent, mais sur nos choix et les personnes que nous touchons. Mon histoire, celle d'Andrew, n'était pas une question de chance après tout. Il s'agissait de trouver un sens à la vie malgré la perte, du courage malgré le deuil et de l'espoir, même lorsque les chances semblaient insurmontables. Alors que les lumières de Dallas clignotaient, je savais que j'avais fait mon devoir en tant que père, en tant que grand-père et en tant qu'homme qui n'a jamais cessé de se battre pour sa famille. Et quelque part là-bas, j'espérais que mon fils souriait.